Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, j'espère que ça va. Bah oui, ça va Guillaume, et bah formidable. Aujourd'hui, on va parler de Colby Covington. On va parler de Rory Masvidal et on va parler de Paddy Pimblett. Honnêtement, donc là, les informations sont sorties quant à son salaire. Même moi, j'étais étonné. Tu vois, je savais qu'il était sous-payé de toute façon. Par essence, chaque combattant UFC est sous-payé, en tout cas à partir du moment où il devient une superstar, mais Paddy Pimblett, là on est dans une situation qui est quand même assez surprenante, en tout cas c'est ce que je pense. Big Rusty, je te propose qu'on lance ce générique parce que on a pas mal de choses à dire. Générique. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Colby Covington, Rory Masvidal, bon bah voilà, on a eu le round 6 dans la rue. Que penses-tu de ça? Enfin personnellement, moi je trouve que ça ne... Pas que ça sert à rien, mais tu vois, il y aura pas de revanche entre les deux hommes. Clairement, à part, tu vois, que Masvidal prouve quelque chose, ça n'apporte rien à l'histoire. Après, je pense que Masvidal, là, il est plus du tout dans le délire de vendre une potentielle revanche, d'essayer de calculer un truc par rapport à ça. Là, je pense qu'il était juste en mode... Mais tu sais, je pense que depuis ce combat-là, où il n'a pas réussi à s'exprimer, puisque Colby l'a dominé de la tête et des épaules, vu ce que Colby a dit à propos d'absolument tout, sa femme, son ex, ses gosses, etc., je pense que depuis ce moment-là, il devait bouillir, mais d'une force, et que là, il a simplement arrêté de calculer. Je sais pas comment il a eu l'information que Colby Covington était au Papi Steakhouse à ce moment-là. Papi. Mais en gros, Papi. Mais en gros, il a décidé, vas-y, je vais aller le démonter comme ça, entre guillemets, en mode street. Mais du coup, bon, je sais pas trop quoi en penser, si ce n'est que effectivement, bon, ça fait pas très. Ça fait pas très classe, c'est clair, de venir en gros, apparemment, il est venu avec un masque chirurgical, une cagoule. Sur le côté, il a pris Colby par surprise et il lui a mis de droite, ce qui apparemment a pété une dent à Colby. Et donc voilà, il est arrivé, et tout ça en criant, t'aurais pas dû parler de mes gosses, putain. Donc, en fait, le problème, c'est que ce qui fait bizarre, alors, je pense que c'est peut-être le ressenti d'un peu tout le monde, mais ça fait bizarre quand ils ont eu l'occasion de régler leur compte dans la cage. Donc il avait l'occasion, entre guillemets, en 1 contre 1 et dans des conditions où des conditions normales, de régler son compte à Colby, et il n'a pas réussi. C'est la vie, hein. Colby est un excellent combattant, c'est comme ça. Mais du coup, de prendre sa revanche dans la rue, un peu en traître quand même, parce que du coup, venir sur le côté cagoulé et en courant et en mettant de droite avant que le mec ait pu réaliser ce qui se passe, c'est pas ouf quand même. Il y a eu des réactions mitigées dans le monde du MMA. Il y en a beaucoup qui étaient en mode voilà, c'est ce que tu récoltes quand tu vas trop loin, que tu franchis les limites et que tu parles de la famille, des gosses, des trucs comme ça. Il faut t'attendre à ce qu'il y ait des répercussions dans la vie de tous les jours. Il y en a qui étaient en mode t'as eu la chance de faire tout ce que tu voulais dans la cage et t'as rien fait, et maintenant tu viens et en gros, un peu en traître, tu lui mets le tarif. Il y a eu un peu toutes les réactions. Il y a Daniel Cormier qui a aussi dit un truc intéressant, qui était en mode, moi aussi j'ai eu des problèmes avec John Jones, et on a eu des conférences de presse où ça a fini n'importe comment. Il y a eu des trucs, des bagarres, des trucs comme ça. Mais une fois qu'il y a eu le combat, on a eu la chance en 1 contre 1 et homme versus homme de régler nos comptes. Et il se trouve que John Jones était meilleur, tu vois. Et en gros, il était en mode, tu peux pas faire grand chose de plus. Mais Daniel Cormier était aussi d'accord pour dire, c'était pas non plus le même niveau d'insultes, de trash talk et de limites franchies. Il utilisait ensuite, je sais plus à qui il parlait, mais en tout cas voilà, c'était un truc à l'oral, et il disait ensuite, il y a aussi l'exemple de Conor versus Khabib, où Khabib a été ensuite, il est sorti, voilà, tout le monde connaît l'extrait, il est sorti, il a sauté sur la foule, et Daniel Cormier il disait, là c'est un peu pareil, dans le sens, il a franchi la limite, une limite qui normalement, tu sais, la limite entre guillemets du gentleman's code ou un truc comme ça, tu peux faire du trash talk mais juste évite les gosses, la famille, machin. Donc
c'est un peu compliqué d'émettre un jugement. Moi, mon ressenti, c'est effectivement que clairement d'attaquer quelqu'un un peu en traître, c'est pas terrible, c'est pas ouf. Mais on sait que Masvidal, il vit dans ce jus-là depuis qu'il est gosse. C'est un mec qui vient vraiment de la street. Vous pouvez retrouver des vieilles interviews de Masvidal où c'est assez intéressant. Et du coup, le personnage reste le même, tu t'en rends compte en fait. Où c'était une interview avec Ariel Helwani et Masvidal disait à Ariel Helwani, tu sais, moi à Miami, je suis un peu connu comme étant le meilleur sucker puncher de à peu près de tout le voisinage. Et en gros, sucker punch en anglais, c'est coup de pute. Et Ariel Helwani dit, mais attends, mais comment est-ce que tu peux être fier de mettre des coups de pute dans la rue, etc. Et Masvidal répondait, mais attends, en fait, la rue, c'est pas comme dans la cage. Et le truc, c'est que dans la rue, tu dois t'en sortir avec le moins de dommages possible, parce que ça peut toujours très mal se terminer quoi qu'il arrive. Donc, vaut mieux être le premier à frapper, faire le plus mal possible et se barrer, parce que sinon, tu auras des problèmes. Donc, voilà, je pense que nous, là, de notre canapé et de là où on est, c'est compliqué de juger de comment est-ce que Masvidal et la street de Miami voient les choses. Mais voilà, le ressenti, c'est que clairement, comme ça, de l'extérieur, c'est pas ouf de faire ça, quoi. That ain't fair, that ain't fair. Non, mais oui, en tout cas, à voir pour ce qui va se passer. Dans la suite, on ne sait pas non plus si Colby Covington va engager des poursuites à l'encontre de Jorge Masvidal. On rappelle qu'il ne l'avait pas fait à l'encontre de Fabricio Verdum après l'épisode du boomerang, en Australie. Big Rusty, nouveau sujet et pas des moindres, vous savez, ça revient tous les 2-3 mois, c'est la paix des combattants. Donc là, on avait eu ça dernièrement avec Francis Ngannou et l'UFC. Et là, ça y est, Paddy Pimblett a révélé le salaire qu'il avait eu à l'UFC. Il y avait d'abord eu un premier post de différents salaires où justement, ils avaient mis un visuel où je crois que c'était $107,000 pour Paddy Pimblett, et j'aurais aimé toucher ça. Personnellement, moi, je pensais, tu vois, que c'était un petit peu de l'esbrouf de la part de Paddy Pimblett. Paddy Pimblett ensuite qui avait dit, je combattrai pas top 15 ni top 1 tant que l'UFC n'ajoutera pas quelques zéros à mon salaire. Là aussi j'étais en mode Paddy, ça commence à faire un peu beaucoup, et là il a révélé qu'il était à 12 000 plus 12 000 pour combattre. Donc en gros il a fini à $74,000. Pourquoi? Parce qu'il a eu le bonus de $50,000 de KO de la soirée, enfin des bonus de finition, parce qu'il y a eu énormément de bonus lors de l'UFC London. Mais donc sans ce bonus là, Paddy Pimblett était à $24,000. $24,000 pour quelqu'un qui était l'attraction de l'UFC London. Vous regardez tous les chiffres, c'est lui, et de très 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 loin la superstar. C'est lui qui a fait que l'UFC a battu le record tout événement confondu de billetterie pour un événement à l'O2 Arena. On est à plus de $4 millions en billetterie pour l'UFC. Plus, vous savez, c'était pas un pay-per-view, mais c'est dans le cadre du deal sur ESPN. En gros, l'UFC, je crois qu'ils prennent, j'ai plus les chiffres exacts, mais je sais plus de 10 millions par événement de toute façon. Donc voilà, le gars qui a fait en sorte que l'événement soit un succès a pris $24,000. J'exclus les 50 000 parce que c'est vraiment quelque chose qui vient c'est pas au bon vouloir de Dana White, mais si vous voulez, c'est quelque chose, on peut pas se baser là-dessus à partir du moment où il fait une performance, parce que vous n'êtes pas à l'abri que il y a quelqu'un qui claque un meilleur KO, vous n'êtes pas à l'abri de perdre non plus, voilà, c'est un bonus qui est complètement aléatoire et vous pouvez pas vous baser là-dessus, sauf si vous vous appelez Justin Gaethje. Donc on a quelqu'un qui est à 12 000 plus 12 000. Rust, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que c'est affligeant, quoi. C'est le salaire minimum, ou presque, je crois que c'était à 11 000, 10 000 plus 10 000, ouais. 10 000, donc c'est quasiment le salaire minimum pour un combattant. Non, en vrai, c'est absurde, quoi. Et là, et du coup, mais alors, je comprends complètement qu'il soit en mode, non, je recombattrai pas, et surtout pas un top 15, à moins que vous rajoutiez une sacrée avance sur mon salaire, une sacrée augmentation. Et il a parfaitement raison. Là, honnêtement, c'est vraiment n'importe quoi, parce que tu viens de donner les chiffres. Enfin, c'est même plus un décalage, là, ce qu'il y a entre ce qu'il gagne et ce qu'il rapporte. C'est honteux, quoi. Et du coup, moi, je suis à 100% avec lui. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans un podcast avec Saladin Parnasse, on parlait de la raison pour laquelle Saladin Parnasse restait au KSW. Ça, c'est un énorme point. Tu vois, quand tu vois ça, tu dis ok, ça peut carrément comprendre. Tu comprends la décision de Saladin Parnasse en l'état, tu vois, parce que arriver, t'as déjà un statut de très populaire
avec la population anglaise, tu vas ramener du monde, tu vas ramener du chiffre, et tu touches ça, c'est clair que c'est dégueulasse, quoi. Et du coup, moi, je suis d'accord avec Paddy Pimblett. Je suis très étonné parce que je pensais que même pour un premier contrat, il aurait beaucoup plus que ça. Donc, ouais, non, je suis super étonné. Hein. C'est pas bon, quoi. C'est pas juste. That ain't fair either. Mais ouais, non, je partage ton avis. Je suis très très surpris de la part de l'UFC. Cela dit, à mon avis, là, il va recevoir des grosses augmentations parce que peut-être que l'UFC aussi attendait, même si ça n'excuse pas du tout le 12 000 plus 12 000, de voir concrètement dans les faits, entre la personnalité sur les réseaux sociaux, le gars qui a signé ce très lucratif contrat à 7 chiffres avec Barstool Sport, comment est-ce que ça pouvait se matérialiser. Et là, je pense qu'ils ont vu que, ok, le mec a rempli l'O2 Arena comme ça. Si on revient au UK, bah, ils peuvent faire un événement à Liverpool avec lui qui est en main event ou co-main, parce que main event c'est peut-être un peu tôt. Je pense qu'il va avoir une très très grosse augmentation très rapidement, mais en tout cas ça vous permet aussi de voir que le sujet de la paix des combattants est une véritable question actuelle à l'UFC. C'est pas juste quelque chose pour on va dire animer les réseaux sociaux et faire parler, non, c'est un vrai problème. Big Rusty. Ah non, ça fait des années, mais même juste 30 petites secondes, mais tu sais, je me souviendrai toujours de Conor McGregor qui avait grosso modo dit la même chose lorsqu'il avait combattu, je crois, Dustin Poirier, soit avant, soit après, soit pour, mais il était en mode, c'est moi qui ramène tout le monde, donc il va y avoir une augmentation de contrat, il va y avoir un changement de contrat parce que c'est pas possible. Donc déjà, ça c'était il y a peut-être, je sais pas, peut-être 10 ans, quoi, enfin peut-être un peu moins. Donc non, c'est un sujet qui de toute façon restera, et là le fait qu'il soit 12 000, ça veut dire qu'encore une fois, voilà, tu nages à contre-courant quand tu arrives et que tu essaies de négocier à l'UFC. Et je finirai là-dessus, mais on en reviendra sur les prochains podcasts qu'on fera sur Paddy. Mais je sais qu'on en parlait en off juste après avoir fait le dernier podcast sur Paddy. Mais je pense que je rejoins pas mal de personnes qui disent qu'on se trompe peut-être d'angle sur Paddy Pimblett. Et en fait, on en parlait, nous deux, même juste après avoir enregistré le dernier podcast sur lui. Mais en fait, je suis assez d'accord. C'est vrai que je pense qu'on a la mauvaise approche en attendant de lui qu'il ait des résultats comme un Conor McGregor, comme un mec qui va aller devenir champion, etc. Je pense qu'effectivement, le meilleur angle, c'est de voir Paddy comme comment s'appelle-t-il, le mec que tu kiffes, qui est tatoué, Mike Perry. Comme un Mike Perry plus, un Mike Perry anglais, mais du coup le prendre comme tel et attendre juste de lui qui ait des performances incroyables, des guerres, des trucs comme ça pour la foule. Mais effectivement, je pense que c'est pas le bon angle que de considérer Paddy comme, de le juger en mode il a pas les résultats qu'on attend, c'est pas un prospect, il ira pas aussi loin que Topuria machin. En fait, je suis assez d'accord, on le voit pas de la bonne manière, je crois. Bah voilà, c'était le disclaimer de Big Rusty, Big Shala, my sweet pea, my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. See ya, Mr. Rusty. I'm fucking coming for you!